visage, se tourner amoureusement vers lui le tendre regard de l'autre. Le train se mit en branle en cahotant. Le cliquetis des roues étouffait la conversation avocassière et la réduisait à un simple bruit de fond. Mais ensuite, heures et à-coups se muèrent peu à peu en un balancement régulier. Le berceau d'acier tanguait, incitant à la rêverie, et tandis qu'au-dessous d'eux les roues crépitantes filaient, invisibles, vers un avenir que chacun meublait à sa guise, leurs pensées à tous deux voguaient vers le passé comme vers un songe. Quelques jours plus tôt, ils s'étaient revus pour la première fois après plus de 9 ans. Séparés tout ce temps par une distance infranchissable, ils ressentaient désormais avec une violence décuplée cette proximité retrouvée qui se passait de mots. Mon Dieu, comme c'était long, comme c'était vaste, 9 ans, 4000 jours, 4000 nuits, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette nuit. Que de temps perdu, et malgré cela surgissait en eux une seule pensée qui les ramenait au tout début de leur histoire. Comment cela s'était-il passé? Il se le rappelait avec précision. Il avait 23 ans lorsqu'il était arrivé chez elle pour la première fois, la lèvre déjà ourlée d'un léger duvet. Confronté dès son enfance à une pauvreté humiliante, nourri par l'assistance publique, il avait réussi à survivre grâce à des emplois de précepteur et de répétiteur, aigri avant l'heure par les privations et le pain de mauvaise qualité. En mettant de côté, le jour, quelques centimes pour s'acheter des livres, en consacrant ses nuits à l'étude, les nerfs épuisés et tendus jusqu'à se rompre, il avait achevé ses études de chimie, sortant premier de sa promotion, et, grâce aux vives recommandations de son professeur principal, il avait été introduit auprès du célèbre conseiller G, directeur de la grande usine de Francfort. Là, on lui confia d'abord des travaux subalternes dans le laboratoire, mais ayant rapidement constaté le sérieux et la ténacité de ce jeune homme qui se plongeait dans le travail avec toute la force d'une volonté fanatique, le conseiller commença à s'intéresser particulièrement à lui. Pour l'éprouver, il lui confia des responsabilités toujours plus grandes, dont l'autre s'emparait avec avidité, y voyant la possibilité d'échapper au cachot de sa pauvreté. Plus on lui donnait de travail, plus sa volonté se bandait avec vigueur. Il passa ainsi, en très peu de temps, du statut d'auxiliaire banal à celui d'assistant des expérimentations confidentielles, et, pour finir, le conseiller ne l'appela plus que mon jeune ami. Car, à son insu, de derrière la porte tapissée de la direction, il était observé par l'œil scrutateur d'un connaisseur, et tandis que le jeune homme, dans son orgueil, s'imaginait dompter avec frénésie le quotidien, son patron, presque toujours invisible, lui arrangeait déjà son ascension future. Souvent confiné chez lui, et même parfois cloué au lit par une sciatique très douloureuse, cet homme vieillissant était à l'affût d'un secrétaire particulier à qui il put tout confier et dont l'envergure intellectuelle serait telle qu'il pourrait lui parler des brevets les plus secrets et des expériences qu'il dirigeait avec la discrétion qui s'imposait. Il semblait enfin l'avoir trouvé. Un jour, le conseiller vint voir le jeune homme et, à la grande surprise de celui-ci, lui fit cette proposition inattendue. Ne voulait-il pas, pour mieux le seconder, laisser sa chambre meublée des faubourgs et s'installer dans sa vaste villa, en tant que secrétaire particulier? Le jeune homme fut surpris de cette offre, mais le conseiller plus surpris encore lorsque celui-ci, après une journée de réflexion, déclina sans ambages l'honorable proposition, dissimulant assez maladroitement derrière de balbutiantes excuses la brutalité de son refus. Tout éminent savant qu'il fût, le conseiller n'était pas assez fin psychologue pour deviner la vraie raison de ce refus. Et peut-être l'autre, dans son obstination, ne s'avouait-il pas lui-même le fond de sa pensée. Or, ce n'était rien d'autre qu'une fierté poussée à l'extrême, la pudeur blessée d'une enfance passée dans la pauvreté la plus amère. Il avait grandi comme précepteur dans les maisons de riches parvenus qui le blessaient, statut hybride, sans qualité, à mi-chemin entre le serviteur et le familier, chez lui sans y être, simple ornement comme les magnolias à côté de la table qu'on disposait puis dont on se débarrassait après usage. Il avait l'âme pleine de haine contre les puissants et le milieu dans lequel ils évoluaient. Les meubles lourds et imposants, les chambres cossues, les repas abondants,
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.